Avec mon invité de ce jour, il n'y a pas de temps à perdre. La vie semble bouillonner en elle. Elle aborde toute rencontre comme une opportunité. Les chaos de l'histoire sont pour elle des moteurs pour agir et transformer le monde. Sa vitalité est contagieuse. Bref, je n'ai pas été long à reconnaître en elle une entrepreneuse qui sait d'où elle vient, qui sait où elle va et pourquoi elle y va. Elle est depuis 2012 la fondatrice et dirigeante de Cadalis, une entreprise née à travers elle et grâce à son histoire personnelle de la rencontre entre la pharmacopée caribéenne, des Caraïbes, et les biotech. Cadalis a développé des procédés spécifiques pour extraire des principes actifs du bananier et en fait des produits cosmétiques aux riches vertus. Avec mon invité, nous découvrirons aujourd'hui ce qui a fait d'elle une entrepreneuse passionnée. Nous apprendrons au passage des choses sur le bananier et ses vertus, sur l'upcycling, c'est-à-dire la capacité à donner à un déchet une valeur supérieure à celle du produit d'origine. Elle nous partagera aussi sûrement ses réflexions sur l'avenir de l'agriculture, l'industrie, la chimie verte. Shirley Billot, bonjour. Merci de m'accueillir. Il me tardait d'avoir cet entretien avec toi. Bonjour Bruno. Voilà, alors est-ce que tu veux réagir à cette introduction que je viens de faire te concernant ? Je ne sais quoi dire tellement elle est, elle est parfaite. Je suis très émue d'ailleurs en t'écoutant me présenter comme ça parce que je pense que tu as tout dit. Ah bah non, sinon on arrête l'entretien maintenant. Non, tu as dit en tout cas l'essentiel bon. Et tu as bien su identifier ma personnalité. Bon, alors c'est bien. Donc aujourd'hui, tu diriges l'entreprise que tu as fondée, qui s'appelle Cadalis, qui exploite des principes actifs d'un arbre ou d'une plante millénaire ou millionnaire, même en années. Et comment, alors moi j'ai hâte que tu m'expliques. J'imagine que c'est pas toute petite à la maternelle que tu disais un jour je vais m'occuper de la banane. Donc il y a sûrement une histoire qui t'a conduit à tout ça et j'aimerais vraiment que tu nous la racontes. Moi, j'ai la chance d'avoir grandi sous des climats favorables. Je suis née en Afrique de l'Est. Mon père était dans l'armée et au gré de ces mutations, en fait, on a beaucoup voyagé. Et il se trouve que je me suis installée en Martinique, d'où ma mère est originaire, en fait, quand j'avais 10 ans. Mmh. Et là, je me suis... ma mère a renoué forcément avec sa culture. Et en fait, mes parents nous ont initiés à la pharmacopée traditionnelle créole, notamment par ma mère, usage qui se transmet, en fait, et qui se transmettait beaucoup par voie orale pendant des centaines d'années, des siècles, puisque, en fait, la pharmacopée traditionnelle était interdite à l'usage des esclaves et donc de leurs descendants jusqu'il y a encore une dizaine d'années, parce que le colon avait peur de se faire empoisonner. Et donc, cette tradition, qui est vraiment un mélange de la culture africaine, asiatique, européenne et amérindienne. Bah oui. En fait, c'est transmis par voie orale pendant des décennies et c'est quelque chose qui nous est, je pense, très familier. C'est vraiment, on a systématiquement dans son jardin un jardin créole avec des plantes médicinales, et des plantes à parfum et des plantes pour se nourrir. Et en fait, je pense que mes parents sont des personnes très engagées, socialement et environnementalement. Mes parents ont tous les deux été syndicalistes. Tous les deux ont des associations environnementales. Un militaire syndicaliste, c'est rare quand même. Oui. Je pense que dans son parcours de vie, mon père a vécu, je pense, 2 choses importantes. D'abord, il s'est marié avec mon père est jurassien. Il s'est marié avec une Martiniquaise. Et donc, c'est un mariage qui, à mon avis, a fait sensation à l'époque au sein de l'armée, qui n'était pas, je pense, connue pour être très ouverte d'esprit. En plus, mes parents ont fait beaucoup l'Afrique. Et donc, je pense qu'à travers ma mère, mon père a réalisé peut-être la souffrance et les discriminations subies par les populations afrodescendantes et aussi le poids d'être un couple mixte. Ensuite, mon père a fait 2 ans sur la base atomique à Muru. Et je pense que ça l'a, dans le Pacifique. Et ça l'a beaucoup marqué, d'une part parce que forcément il a eu aussi des problèmes de santé, mais aussi parce qu'il plus tard, oui. Qui relie à... En fait, oui, quasiment en même temps, parce qu'en fait il a eu une blessure qui ne se cicatrisait pas pendant qu'il était sur la base. Et c'est là où il s'est quand même rendu compte qu'il y avait un problème, en fait. Et aussi, ils ont réalisé aussi les dommages qu'ils avaient causés sur l'écosystème polynésien. Et je pense que ça l'a beaucoup marqué. Et après cette période, cette expérience, c'est là où mon père est arrivé en Martinique. Et
Et avec ma mère, je pense qu'ils ont changé, ils ont fait évoluer leur façon de vivre. Et donc, on a vécu beaucoup plus en harmonie avec la nature. On récupérait déjà l'eau de pluie. Mes parents avaient des poules et des canards. Moi, j'ai appris très tôt à planter, à plumer. En fait, nous, on a grandi dedans. Et donc, en fait, forcément, si on prend la date d'aujourd'hui, l'engagement qu'on perçoit chez moi et qui est présent dans ma société, et en fait j'ai grandi avec. Et avoir des parents engagés, ça vous donne aussi, je pense, une vision, un chemin. Ça t'a donné, en tout cas à toi. En tout cas, moi, ça m'a donné une voie, une inspiration, une source d'inspiration. Moi, je dis toujours, j'ai beaucoup de chance. J'ai une mère qui a été décorée de l'Ordre national du mérite et la Légion d'honneur parce qu'elle faisait énormément de choses de façon bénévole et totalement désintéressée. Engagement social plutôt. Engagement au départ auprès social. De quelle cause? Alors, ma mère, au départ, c'était pour les êtres humains. Elle la réinsertion des chômeurs longue durée. Elle a été aussi présidente de l'IHEDN pendant plus d'une dizaine d'années. L'Institut des hautes études de défense nationale. Oui. Elle a fait énormément de choses dans la vie civile en Martinique parce qu'elle était profondément engagée et elle voulait aussi, je pense, contribuer au changement historique, changement économique de la Martinique. Et c'est passé aussi à travers le syndicalisme puisqu'elle a été représentante de la CFTC à l'époque. Mon père a été syndicaliste quand il a quitté l'armée, quand il a pris sa retraite et qu'il est rentré comme personnel civil de la Marine nationale. De la Marine nationale. Mon père a fait toute sa carrière au sein de l'armée. D'accord. Et pour le coup, en tant que personnel civil, il s'est aussi rendu compte qu'il y avait une différence de traitement entre le personnel civil, on va dire caucasien, et le personnel civil local. Ah oui. Et toujours parce que ma mère était, elle, déjà très fortement engagée, mon père s'est engagé, et en soutien, je pense, de toutes ces causes qui lui touchaient aussi. Je pense que quelque part, il a voulu... Il a épousé la cause aussi. Exactement. Il a épousé la cause pour ma mère et aussi pour ses filles. Mon père a 3 filles. Et donc, mon père était FO, ma mère CFTC. Et en fait, ils ont essayé plutôt de lutter contre les inégalités, mais d'une façon très positive toujours. Et donc, forcément, j'ai eu des parents activistes. Bah oui, en fait, ça marque. Ouais. Mais à l'époque, je ne pensais pas du tout que je ferais carrière dans l'entrepreneuriat. J'ai quitté la Martinique, j'avais 17 ans. Donc tu as passé de 9 ans à 17 ans en Martinique, je crois, et tu es rentrée en métropole pour les études. Exactement. C'est ça. Je suis rentrée tôt parce que j'ai passé mon bac en fait à Paris. J'avais envie de partir de la Martinique, j'avais une soif d'indépendance, une soif de découverte du monde. Et mes parents ont compris qu'il fallait me laisser partir. C'était un peu trop petit pour toi là-bas, peut-être? C'était trop petit, j'étais très curieuse. J'avais envie de m'émanciper aussi de mes parents. Bah oui. Et une éducation militaire, donc assez stricte. Et j'avais envie de liberté. Et ils ont compris. Et je suis partie même avant ma grande sœur qui avait 3 ans de plus que moi. Je suis partie vraiment la première parce que mes parents savaient que j'étais quelqu'un de très responsable, mais ils ont senti que c'était le moment. Ouais, c'est ça. Et alors, quelles études tu as engagées Moi, j'ai fait un bac scientifique. À Paris. Et après, j'ai un peu hésité. Enfin, je ne savais pas quoi faire. Je pense que j'étais pas assez informée. Bon, d'une part, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Moi, j'arrivais des Antilles avec toute la naïveté et la fraîcheur qu'on peut avoir. Je ne connaissais pas le système. J'étais dans le meilleur lycée en Martinique, mais Paris, c'est différent. Bah oui. Il y a une vraie culture, un vrai culte de la performance. Je connaissais pas les écoles. Je ne savais pas ce que c'était qu'un ingénieur. Moi, j'avais un père militaire. Forcément, je connaissais toutes les écoles militaires, mais j'avais pas assez d'ouverture d'esprit, je pense. Et donc, j'étais un peu désemparée. Je savais pas quoi faire. Donc, il se trouve que je m'inscris dans les systèmes universitaires parce que la famille de ma mère est une famille d'intellectuels. Et en fait, ils sont tous universitaires. Et donc, pour le coup, l'armée ne m'intéressant pas, je me suis intéressée aux universités. Je me suis inscrite dans plusieurs écoles. Et puis, par hasard, on avait quelqu'un qui avait le même nom de famille que moi. Et en fait, ils ont inversé nos dossiers. Et je me suis retrouvée en économie. Non. Oui. C'est incroyable. C'est ça. Et à l'époque, il y avait pas Parcoursup. Il y avait 2 Shirley Billot. Non, c'était même nom de famille, mais pas le même prénom. Bon, d'accord. Et c'est, voilà. Et je sais pas pourquoi, elle s'est retrouvée inscrite dans le cursus que je voulais et elle dans le mien. Mais à l'époque, déjà, trouver une place en fac était compliqué, donc il valait mieux pas changer. Et je me suis dit, bon, c'est le destin. Et je crois au destin.
Je me suis dit, pourquoi pas? Je ne savais pas quoi faire. Mais j'aime les maths. Dans l'éco, il y a des maths. Finalement, j'ai fait de l'économétrie, j'ai fait de la finance. Et j'ai poursuivi mes 5 ans d'études à la Sorbonne. D'accord. Et après, le monde du travail t'attendait. Et ensuite, j'ai fait un stage. Moi, j'ai fait un bac+5 en économie des transports et la logistique, après avoir fait la finance. Et j'ai fait mon stage chez Air France. Et en fait, finalement, je suis restée pendant 1 an. Et à l'issue de cette année, mon directeur de l'époque m'a dit, Shirley, je vois bien que tu es hyper active. Je te recommande d'aller vivre ta vie ailleurs qu'au sein de cette belle société. Mais je pense que toi, tu es trop... Tu vas étouffer. Voilà. Je pense que tu aspires à d'autres challenges. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je l'accompagnais sur un projet de RP. ERP, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas, c'est un système de gestion de l'entreprise. Exactement. Et donc moi, j'étais avec lui sur ce projet. Et finalement, ce cabinet m'a fait une proposition. Et j'ai rejoint le monde du conseil. D'accord. Sur un logiciel que peut-être que les gens connaissent qui s'appelle SAP. Bah oui. Et j'ai fait du conseil sur SAP pendant presque 8 ans. Ok. Et ensuite, la Martinique, tu es revenu en Martinique ou tu as eu l'occasion? Alors ensuite, je suis enceinte, je deviens maman. Et mon époux a une opportunité de travailler aux Antilles. Il avait très envie de connaître. Il n'est pas des Antilles, mais il avait envie. Il avait déjà connu les Antilles il y a quelques années. C'est là où je l'avais rencontré. Mais il voulait y retourner. Et donc, je le suis. Bien malgré moi, puisqu'au même moment, j'avais une opportunité d'aller travailler au Japon. Et j'étais un peu frustrée, mais bon, je le suis parce que c'est aussi une façon pour moi, quelque part, de faire grandir mon fils aux Antilles, et j'avais envie qu'il ait les mêmes bases que moi j'avais eues, c'est-à-dire la proximité avec la nature. La nature, c'est ça. Qu'on n'a pas dans une ville. Mais non. Et donc je suis mon mari et on s'installe en Guadeloupe. Enfin, d'abord en Martinique parce que moi je suis martiniquaise, mais son poste est en Guadeloupe. Et donc en fait, je déménage très vite, je trouve un travail en Guadeloupe et je fais les allers-retours toutes les semaines puisque je dirige 2 sociétés en même temps, une en Guadeloupe et une en Martinique, et donc je fais 3 jours, 3 jours. Dans quel secteur ça? Alors là, c'était dans le secteur de l'importation, oui, qui est un secteur très classique aux Antilles, en fait, puisqu'on importe quasiment tout. Et donc, un des secteurs d'activité qui est le plus important, hormis l'agriculture, c'est l'importation de produits et la revente. Donc, c'est la grande distribution. Et donc, je deviens grossiste en grande distribution. Ok. Tu as apprécié cette période? Moi, j'ai beaucoup aimé parce que mon employeur de l'époque, qui avait un groupe familial et des sociétés à lui en propre, m'a fait totalement confiance. Il m'a donné les chéquiers et les clés de sa société et il m'a dit, débrouille-toi. Et je ne savais pas que j'étais capable. Moi, j'avais dirigé des projets, mais j'avais jamais dirigé d'entreprise. Et cette confiance qu'il m'avait confiée, c'était une grande responsabilité. Donc, tu étais DG de 2 filiales? Oui. On peut dire comme ça? Oui. Et donc, c'était un gros challenge que j'ai adoré. Je connaissais pas la grande distribution, j'ai appris à la connaître. Je faisais aussi en même temps du téléachat. Donc, c'est 2 secteurs que je connaissais pas, mais il se trouve que ça a été un peu une révélation. Ça s'est très, très bien passé. Ça a duré 3 ans. Le site, 3 ans, je suis partie parce que je tournais un peu en rond, parce que les produits que je vendais, je les trouvais pas assez intéressants. Enfin, il manquait de profondeur. Pas beaucoup de sens. Pas beaucoup de sens. Moi, je suis quelqu'un de très technique. Et en plus, à ce moment-là, j'ai réalisé aussi une chose. J'étais cadre dirigeante pour quelqu'un, je gérais toutes les activités pour lui, mais en fait, je m'étais pas intéressée. Et tu t'es demandé pourquoi? Oui, et je lui ai dit, je me souviens, ce qu'on est devenus amis après. Tu m'as confié tout, je fais tout. Je suis extrêmement engagée, mais j'ai besoin de gagner plus déjà parce que je gagnais plus avant, et j'ai besoin de me sentir pleinement impliquée dans ta société. Donc j'aimerais bien rentrer au capital. En tout cas, j'aimerais bien trouver des conditions différentes. Et en fait, il ne voulait pas à l'époque. Et donc je suis partie. Ça a signé ton départ. Okay. Voilà, parce que je suis partie en bon terme. Oui. Il est quand même revenu me voir après, parce qu'il ne m'avait pas versé mes primes, mais bon, c'est pas grave, moi j'avais rien demandé. Mais il me les a versés quand même, en disant que j'avais fait un bon travail. Et en fait, nous sommes restés amis, et je pense que c'est vraiment lui qui m'a donné peut-être la petite première graine de l'entrepreneuriat sans le savoir. Mais à ce moment-là, je ne sais toujours pas que je veux être entrepreneur. Je suis un très bon cadre dirigeant. Donc je rejoins un autre groupe pharmaceutique où je dirige à nouveau 2 sociétés. Une dans l'OTC
médicaments OTC et l'autre dans la parapharmacie. ETC, c'est tous les médicaments, enfin les produits avec les autorisations de mise sur le marché qui sont derrière le comptoir. Donc ça peut être du Doliprane. C'est des médicaments qu'on peut donner sans prescription. Okay. Voilà, mais qui ont des vignettes. Et donc j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai beaucoup aimé aussi parce que c'était des produits techniques. J'aime la technique. Et pour le coup, ça me réconciliait aussi un peu avec l'appétence que j'avais pour la chimie et l'usage de produits naturels aussi. Enfin, tout ce qui était lié à la santé, c'est un secteur que j'ai toujours aimé parce qu'une de mes passions, parce que je dors très peu la nuit, c'est je lis des études scientifiques ou des brevets. C'est ma passion. Hyperactive et peu de sommeil, ça marche bien ensemble, ça. Oui. Très, très bien. Oui, et j'imagine. Je ne bois pas de café. Ok. Je ne bois pas de café, mais je suis hyperactive depuis mon enfance. Ma mère, elle dit souvent, c'est parce que je suis née pendant un tremblement de terre à Djibouti. Ah, bah oui. Je pense que ça m'a agi. Ça vient de ça. Et donc, je fais ça pendant 2 ans et vraiment, je m'éclate. Mais à l'issue de ces 2 années, je subis un harcèlement moral extrêmement violent de la part de mon employeur. Voilà, donc je reprends. Et donc, c'est une expérience que personnellement, j'adore. J'aime bien travailler avec les pharmaciens, j'aime bien les produits que je distribue, mais il se trouve que dans le cadre de mon travail, je vis une situation qui ne m'était jamais arrivée auparavant, c'est le harcèlement moral. Et donc, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de mal parce que ça n'avait rien à voir avec une performance. Moi, je suis une performeuse. Ça avait juste à voir avec une question de contrôle de l'autre. Oui. Et j'ai eu du mal à le comprendre parce que pour moi, si je fais mes chiffres, que les sont super bons, j'ai pas compris. C'était le mot est fort, harcèlement moral. C'était pas un excès de délégation, c'était encore plus fort que ça. Ah non, c'était du harcèlement. C'était du harcèlement disproportionné. Très toxique. Enfin, c'est digne. J'aurais pu faire une série, je pense. J'avais jamais. Ça n'avait aucun sens. Surtout que j'étais le département qui faisait partie des plus performants, qui avait aucune raison. Et donc, bon, c'est comme départ. Ça. Tu es quitté. Donc en fait, pour le coup, j'ai pas quitté. Enfin, j'ai pas quitté. Le départ s'est passé dans des conditions un peu rocambolesques, mais c'est pas grave. Moi, ça m'avait beaucoup touchée humainement parlant. Et au final, j'ai vécu une phase où je suis retournée dans mes lectures traditionnelles, c'est-à-dire les études scientifiques. Parce que c'était pour moi quelque chose de très inspirant. Et à ce moment-là, je tombe sur des études sur le bananier. Et comme moi, je suis une passionnée, je fais toute une synthèse, j'en lis une centaine, je pense, je fais un résumé que je balade avec moi parce que c'est un sujet qui me passionne. En fait, je me souviens très bien de l'étude que j'avais lue, la première, qui était la caractérisation des lipides de la peau de la banane. Et partant de là, je me dis, tiens, il y a ça dedans, et c'est pour ça que dans les usages traditionnels, on l'utilise pour cicatriser. En fait, pour le coup, je sais pas pourquoi, dans ma tête, tout s'est mis en place. Voilà, tout s'aligne et les choses se révèlent. Et le destin, enfin la vie, la serendipity, la synchronicité est assez étonnante parce que dans cette même période où en même temps je suis triste et en même temps ce sujet me passionne, je rencontre et je vois des signes. Je rencontre le président de la filière banane que ma mère interviewe, parce que ma mère à l'époque avait une émission de télé. Des Antilles ou de Martinique. De Martinique. Et qui parle justement de ces problématiques de déchets agricoles, du problème aussi de la main-d'œuvre qui coûte cher, et donc ce qui fait que la banane française est moins compétitive qu'une banane américaine, par exemple, la banane dollar. Et qui se plaint du manque de débouchés, enfin, voilà. Et en fait, moi, je joue aux jeux vidéo comme d'habitude parce que je suis hyperactive. Et donc, je m'occupe en l'écoutant et il me dit, mais Charlotte, t'as rien écouté. Je fais si, mais je trouve dommage que vous pensiez toujours qu'à faire la même chose. En fait, c'est-à-dire, la marge n'est pas malheureusement, dans la production agricole. La marge est souvent dans la transformation. Vous avez aussi un potentiel qui n'est pas exploité, qui est la valorisation de vos déchets agricoles, qui représente quand même 20% chaque année de votre tonnage. Et là, je ne parle que des bananes. Je ne parle pas des autres coproduits que vous générez, le tronc, la feuille, la fleur. Et toutes ces parties du bananier ont des principes actifs que vous pourriez valoriser d'une façon différente. Donc, toi, tu lui expliques son métier, ce qu'il devrait faire. Enfin, je lui explique une vision peut-être différente de ce que pourrait aussi... Il avait l'habitude de faire. L'agriculture 4.0. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'une agriculture qui pense plus grand, plutôt, enfin, qui ne se
contentent pas peut-être que de faire que de la production, mais peut-être qu'ils pensent en mode économie circulaire. Comment je peux créer des compléments de revenus en valorisant des déchets auxquels je n'avais peut-être pas pensé? Comment peut-être moi, agriculteur ou filière, je peux peut-être penser mon métier différemment en intégrant peut-être d'autres modules dans mon process, notamment la transformation, parce qu'en fait, l'agriculteur est au cœur de ça. C'est un métier extrêmement technique dont on a besoin dans la chimie, parce que juste pour te donner un exemple et pour les auditeurs, il y a des études scientifiques, par exemple, des thèses qui ont été faites sur à quel moment récolter. Je prends l'exemple, la Centella asiatica. Ça avait été fait par Bayer à l'époque, je l'avais lu. C'est une variété, ça? C'est une plante. Une plante. Ah, c'est une plante. Il n'y a pas du bananier. Oui. Je trouvais ça intéressant parce que c'était à quel moment je dois la récolter après tant de jours d'ensoleillement et tant de jours de pluie pour avoir la plus forte concentration possible en molécules antioxydantes. D'accord. Ça veut dire que la culture des plantes est une culture très technique et qu'en fait, plus on a une culture de qualité, plus on a des principes actifs de qualité dans la plante à la base. Et donc, voilà, c'était une vision que j'avais différente de ce métier. Et donc, tu partages cette vision au président de la filière banane de Martinique et il se passe quelque chose à ce moment-là. Il me dit, t'es pas conne. Je me dis, t'es pas conne, en fait, t'avais écouté. Oui. Il me dit, reviens me voir avec ton projet dans 3 semaines. Donc, un homme ouvert. Oui, c'est un homme qui a été pionnier, je pense, sur beaucoup de sujets, et qui s'appelle Éric Delucy, qui a réussi quand même, avec sa personnalité, à, je dirais, réunifier l'ensemble des producteurs de bananes du Guadeloupe et de Martinique. Un exploit. Voilà, je trouve ça incroyable. Je pense que c'est aussi un modèle en France. Regrouper une filière, ils ont fait l'acquisition du plus gros réseau de mûrisseries en France hexagonale pour justement devenir plus fort aussi et consolider les fondations de leur profession. Okay. Et je trouve que leur vision est extrêmement inspirante. Donc lui est visionnaire et il me dit, tiens, c'est pourquoi pas, reviens me voir dans 3 semaines avec ton projet. Bon. Mais à l'époque, je n'ai pas de projet. C'est juste des lectures que je fais, des visions que j'ai fait. Et il me dit, est-ce que tu as des bottes? Est-ce que tu as des bottes? J'ai dit oui, j'ai des bottes. Des bottes de pluie ou des bottes de jardin, j'en ai toujours. Il me dit, écoute, je viendrai te chercher et on va aller chasser. Je dis, bon, ok, moi je suis des militaires, je suis prête à tous les défis. Et en fait, il m'a mis en binôme avec le président du CIRAD. Centre de recherche agronomique. Qui se trouve positionné dans tous les pays, notamment du Sud. Oui. Okay. Et c'est un centre qui est spécialisé dans la culture de l'huile de palme, de la banane, du cacao, du café, la mangue, c'est toutes les cultures tropicales. Et on va dire que pour simplifier, l'INRA, c'est plutôt les plantes tempérées et le CIRAD, c'est plutôt les plantes tropicales. D'accord. Je résume un peu. Et donc, il m'a dit, écoute, parle-lui de ton projet et si lui te suit, on te suit. Et donc, en fait, pendant cette journée, je lui parle de mon projet, j'avais mes feuilles avec moi, je lui explique le projet d'études que j'aimerais faire. Et il me dit, OK, banco, on va t'accompagner. Et ça a démarré comme ça, c'est 2 rencontres avec des personnes ouvertes d'esprit, où j'associe finalement à mon idée la recherche et l'agriculture. Du coup, ton idée est tombée chez eux et ils ont rebondi et ça t'a remis de la pression pour attaquer ton propre projet sur la banane. Du coup, en fait, moi, je lance un programme de recherche que je fais en partenariat avec eux. Donc, en fait, moi, je mets une collaboratrice chez eux et je suis, entre guillemets, incubée par la filière banane. Et je fais ça pendant 1 an. Pour rechercher quels principes actifs on peut valoriser, lesquels seraient les plus intéressants, comment est-ce qu'on peut les extraire? C'était ça le sujet? En fait, le sujet, c'était, comment je pourrais l'extraire? Est-ce qu'économiquement, c'est viable? Parce que pour le coup, moi qui suis une économiste maintenant, il faut penser à rentabilité. Est-il possible d'extraire dans de bonnes conditions des principes actifs? Ces principes actifs auraient-ils aussi un marché? Y a-t-il un marché pour ces actifs? C'est ça. J'ai fait ça, voilà, une étude de marché et à la fois combinée à une étude scientifique. Ok, donc ils ont joué le rôle d'incubateur et au bout d'1 an, Eureka, c'était jouable. Oui, au bout d'1 an, pour le coup, Éric Delucy m'a demandé que souhaites-tu faire? Veux-tu travailler au sein de notre groupe et t'occuper d'innovation ou souhaites-tu créer ta société? Et à ce moment-là, j'étais encore, je pense, fragilisée par ce qui m'était arrivé et j'avais envie de continuer d'être indépendante. Autonomie de l'entrepreneuse. Oui. Et puis pour le coup,
était née en moi peut-être cette graine de je vais essayer d'être entrepreneur. En tout cas, c'est le moment. Si j'essaye pas, je vais le regretter. J'avais envie d'essayer. Donc je me suis dit, lance-toi. J'ai mis tout mon cœur. En fait, c'était vraiment un projet pour moi qui fusionnait ma passion personnelle, mon éducation, ma culture familiale, mais aussi mes compétences professionnelles. Voilà, c'était la fusion de tout ça. Ok. Et ça fait combien de temps donc Cadalis est créé? Alors pour le coup, Cadalis, c'est la marque. C'est la marque, oui. Qui a été créée un peu après. La société s'appelle d'autres noms, mais d'accord, mais on s'en fiche. Pas très commercial. Mais en fait, j'ai commencé très exactement en décembre 2011. Le projet, on a démarré par un programme de recherche en chimie sur la caractérisation des molécules actives du bananier. Et on a pendant 3 ans caractérisé ce qu'on appelle les molécules polaires apolaires, c'est-à-dire les molécules qui sont hydrosolubles ou liposolubles. D'accord. Quand on dit le bananier, c'est quoi? C'est les peaux de banane, c'est les écorces, les feuilles, ça vient d'où? Alors, finalement c'est une herbe géante qui date de l'époque des dinosaures. Ah oui. Et qui accompagne la vie de l'homme depuis des millions d'années, des centaines de milliers d'années. C'est la plante la plus anciennement cultivée par l'homme. Ouais. C'est la première production mondiale dans les fruits. Et c'est un peu une plante symbole pour les Antilles quand même. Alors, c'est une plante qui est symbolique et sacrée pour tous les pays et les pays du Sud. Ah oui. C'est l'incarnation de la déesse de la beauté en Inde, de la fertilité. C'est également le fruit, la plante qui est le symbole du paradis perdu pour tous les chrétiens du Sud. En fait, il y a énormément de légendes et d'histoires autour de ce végétal qui sont présentes dans les cultures très anciennes, que ce soit en Asie, en Afrique ou même dans les Amériques. Même Cléopâtre en parlait, Alexandre le Grand aussi. Mais c'est une plante qui est là depuis tellement d'années qu'elle est à l'origine d'énormément d'histoires et de contes et de légendes. Mais il se trouve qu'en Martinique, elle a une histoire qui est très singulière, puisqu'en fait, en 1736, ça c'est unique au monde, une ordonnance royale avait à l'époque imposé à tous les détenteurs d'esclaves de planter 25 bananiers par esclave détenu et de leur laisser la possibilité d'en planter jusqu'à 25 autres sur une parcelle de terre librement. Et le but, c'était quoi? Le but, c'était de nourrir les esclaves parce qu'à ce moment-là, ils se rendent compte que à l'époque, quand le commerce triangulaire commence, l'esclave est vu comme un meuble. Et donc, on n'en prend pas soin. C'est pas cher. On les kidnappe. En fait, sur les plantations, ils meurent très vite. Ceux qui résistent sont des descendants de ceux qui ont résisté. Les plus costauds. De toute façon, le peuple antillais aujourd'hui, c'est ceux qui sont restés. Sinon, les autres sont partis. Et à un moment, la ressource devient plus rare. On se rend compte qu'il faut peut-être en prendre soin. Et donc, l'État, à l'époque, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, la monarchie de l'époque impose aux détenteurs en Martinique d'esclaves de leur laisser planter des ressources pour pouvoir manger et pouvoir se nourrir. Des vitamines, etc. Et donc finalement, ce bananier a accompagné la vie de la plantation depuis 3 siècles. Et c'est aussi une plante, comme on pouvait la planter librement, nos ancêtres ont appris à l'utiliser sous toutes ses coutures. On l'appelle la plante aux 1000 usages et aux 1000 vertus, puisque chaque partie du bananier a un usage traditionnel. D'ailleurs, est-ce que tu savais que tu peux manger la peau d'une banane? Ah non. La peau est comestible. Est-ce que tu savais que tu peux manger aussi la fleur du bananier? Ah mais j'en vois moins souvent ça. Si tu vas en Asie, tu trouveras des boîtes de conserve. Avec des fleurs. Avec des fleurs de bananier, un peu comme le cœur de palmier, où c'est aussi un peu le même principe que la choucroute alsacienne, puisque aussi dans une recette, quand tu la manges en salade, tu la fais dégorger en fait, avec une solution un peu acide. Et donc le bananier, tu peux cuisiner avec les feuilles. En fait, toutes les parties servent à quelque chose. Et aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une plante qui n'a pas de saisonnalité. C'est-à-dire que tu as des bananiers tous les jours. Tu as des bananes tous les jours. Puisqu'en fait, c'est une herbe qui a un cycle de 9 mois, mais qui produit tous les jours. Ok. Alors aujourd'hui, Cadalis, c'est quoi? Alors j'ai une petite idée, parce que je suis entouré sur les étagères autour de nous, il y a des tubes qui ressemblent à des tubes de produits de beauté ou peut-être de médicaments. Moi, je pense pas, plutôt cosméto. Donc c'est quoi la gamme aujourd'hui de Cadalis que vous avez réussi à développer? Elle sert à quoi? Là, tu vois la vitrine. Oui. Mais en fait, nos activités à 80%, c'est de la chimie. On fait de l'intech. On est des spécialistes nous, on mène des travaux de recherche en santé sur le syndrome métabolique à partir de nos extraits. De cette recherche,
On développe des procédés d'éco-extraction. Donc, c'est des procédés où on extrait du principe actif sans solvant chimique, avec une efficacité qui est supérieure à une extraction traditionnelle. Ah oui. Et donc, on développe des ingrédients pour notre propre marque, Cadalis, mais également pour d'autres sociétés. Ah oui, d'accord. Pour la beauté, la santé, mais également food and beverage. Là, par exemple, j'en suis extrêmement fière. On a développé un composé aromatique pour les rhums Clément, qui lance là dans quelques semaines, nouveau rhum. Une liqueur à la banane. Une liqueur. Qui contient notre arôme et j'en suis très fière. Superbe, bravo. Et parce que faire un arôme de banane, c'est très complexe. Et là, on l'a fait à partir de leurs propres déchets agricoles. Donc, on a upcyclé leurs bananes déchets. Et donc, c'est un produit qui va être commercialisé aux États-Unis et en France. Et magnifique, aussi, forcément, belle étape. La marque Cadalis, qui, elle, exploite 3 de nos ingrédients qui sont des huiles de banane. On est les seuls au monde à faire ça. Donc, on a développé une huile, un composé lipidique autour de la banane rose, la verte et la jaune. 3 couleurs de banane, mais 3 bénéfices différents. La banane verte est plutôt destinée aux peaux jeunes avec des imperfections, puisqu'elle est naturellement, on va dire, cicatrisante, mais apaisante. Donc, elle va venir réparer, cicatriser les boutons. On a la banane jaune qui, elle, est plutôt anti-âge pour les peaux matures, qui va venir réparer la peau et qui va stimuler le collagène et l'élastine. Et la banane rose, qui est assez incroyable, qui est beaucoup plus rare, qui produit moins, mais c'est une banane extrêmement antioxydante. Pour te donner un ordre d'idée, elle a un pouvoir antioxydant qui est 4500 fois supérieur à l'huile d'argan. Et là, on est plutôt sur les taches pigmentaires. Ok. Alors, c'est quoi ta vie d'entrepreneuse aujourd'hui, les projets que tu portes et puis après, je serais content qu'on parle un peu des moteurs qui te poussent à faire tout ça. Ma vie d'entrepreneur, c'est une vie à 1000%. Oui. Ça ne s'arrête jamais, c'est-à-dire travailler tous les jours. Pas de vacances depuis 10 ans. Constamment connecté. Ne pas pouvoir débrancher. C'est aussi difficile parce que moi qui étais salariée, j'ai découvert énormément de choses que je ne savais pas avant. D'abord, l'entrepreneur se sent souvent seul, et parce que il doit prendre des décisions tout seul, parce que c'est lui qui assume les risques. Il doit prendre des décisions et on a toujours peur de prendre les mauvaises. Et donc c'est une remise en question, je pense, constante. On a une responsabilité, on a des collaborateurs, c'est comme une famille. Donc en fait, il faut qu'on en prenne soin. Donc en fait, nous, on devient moins important. On est l'outil qui est mis à disposition de l'entreprise pour performer. Et donc, déjà qu'avant, j'étais hyper active. Là, pour le coup, je pense que... Ça n'a pas amélioré la situation. En fait, non. En fait, alors oui et non. D'un certain côté, oui, je bosse énormément, mais de l'autre, j'aime tellement ce que je fais que cette passion, en fait, c'est mon moteur. Et quand vous faites quelque chose que vous aimez, même si dans la journée, je fais peut-être 3/4 de choses que je n'aime pas, beaucoup d'administratifs et tout, mais la petite partie de passion est extrêmement puissante. Oui. Mais bon, tu sais on ne peut pas forcément travailler non-stop toute sa vie et qu'un jour on fatigue. Il faut organiser ce moment-là. Oui. Prévoir. C'est vrai. Là, je fais mon métier. C'est ce que je dis à tous les entrepreneurs et les dirigeants. C'est super de travailler dur, mais attention quand même. Il faut rester bien en capacité et prévoir le moment où ça va être difficile. Je trouve que la santé physique et la santé mentale, c'est 2 choses qu'il faut beaucoup travailler quand on est entrepreneur. Oui, bien sûr. Et donc, tu le fais ? Alors, je le fais seule, pas accompagnée pour l'instant. J'ai quand même je prends le temps de discuter aussi avec des personnes. Ça, c'est important parce que pour se sentir moins seule. Oui. Et j'ai aussi la chance d'avoir une équipe formidable que j'ai embauchée avec des critères de valeur très importants, en fait. Je donne beaucoup d'importance aux valeurs personnelles de mes collaborateurs. Des personnes. Ouais. Et aussi qu'on soit aligné sur le sens et la direction qu'on veut donner à l'entreprise. Donc là, j'ai la chance d'avoir une équipe formidable, extrêmement engagée, très positive, qui me soutient énormément ces derniers mois parce que j'ai des gros challenges en ce moment de développement. J'ai un projet d'usine
d'éco-extraction Martinique. En même temps, en parallèle, la marque se développe. On est au levée de fonds et pour pouvoir mener à bien tous ces projets, mon équipe, là, depuis quelques mois, m'a dit, Charlie, allez là où vous êtes bonne et nous, derrière, on assure. Et ça, c'est formidable. Donc, vous êtes aligné sur le sens. Mais alors, justement, en t'écoutant parler, je me dis, finalement, ta motivation profonde, elle est dans plusieurs directions, ou elle vient de plusieurs directions. Est-ce que c'est la banane, c'est les Antilles, c'est donner de meilleures conditions de vie aux agriculteurs antillais? Est-ce que c'est une revanche sur la vie de tes ancêtres? Est-ce que c'est le sujet de la beauté des femmes qui te motive? Est-ce que c'est la chimie verte? Est-ce que c'est l'écologie? Ça fait beaucoup de points d'entrée. C'est vrai. La grande motivation, elle est où? La motivation première, c'est comment aider mon territoire, économiquement parlant, à anticiper les défis à venir. Je pars du principe qu'à aujourd'hui, notre modèle économique est arrivé un petit peu à sa limite. Il faut franchir une nouvelle étape. Il faut franchir une nouvelle étape. De mon expérience familiale d'enfant de syndicaliste, je pense que l'entrepreneuriat est une façon concrètement de pouvoir agir sur les transformations économiques de son territoire. C'est plus puissant que le syndicalisme pour transformer les choses? Je trouve que c'est plus puissant d'une certaine... Mais c'est différent parce que ça permet d'ouvrir la voie sur une autre vision en créant de la valeur. C'est ça. En fait, moi en tout cas, dans ma vision, nous sommes une île de la Caraïbe. Les Caraïbes sont pas souvent regardés par le monde. Nous sommes vus comme des territoires de vacances, de plaisir, mais pas comme un territoire stratégique qui se situe entre les Amériques, notamment Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et en fait, de mon point de vue, comme nous sommes des petits territoires, avec une insularité très forte, un monde économique traditionnel, avec l'agriculture, les centres commerciaux, enfin, tout ce modèle économique, aujourd'hui, si on n'anticipe pas d'autres changements, je pense qu'on est condamné à devenir de plus en plus pauvre. C'est déjà un peu le cas. Et donc, mon point de vue, c'est, on a des ressources limitées, mais ce qui n'est pas limité, c'est l'économie de la connaissance. Et donc, développer de l'innovation, la propriété intellectuelle, des innovations, ça, on peut le faire. Et donc, ma vision à moi, c'est notre biodiversité étant maintenant, entre guillemets, ouverte à l'utilisation, puisque l'État français a reconnu qu'on pouvait l'utiliser depuis quelques années. Faisons-nous une force, il faut que ça devienne une force. Chimie verte, innovation, éco-extraction, devenons un des symboles français de l'industrie de la chimie dans les Caraïbes. Je comprends que ton équipe soit embarquée derrière ce projet-là, alors. Et pour le coup, ça passe par plusieurs choses. C'est comment mettre l'engagement du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne. Oui. Le début, c'est en étant proche des agriculteurs. Oui. Faisons de l'upcycling. Donc nous, effectivement, on donne une valeur supplémentaire à un déchet. C'est aussi avoir dans sa vision de son process, ne pas générer d'autres déchets, ou en tout cas épuiser la matière jusqu'à la dernière goutte avant d'en faire de la biomasse. Parce que même l'industrie de la biomasse qui récupère des déchets agricoles frais, aussi, en fait, on perd une étape dans l'exploitation de ces ressources. Oui. Moi, dans nos process, on exploite toutes les molécules actives avant d'en faire un ingrédient sensoriel, peut-être de la biomasse. Oui, mais en volume, c'est une toute petite part dont vous avez besoin, quand même. Vous exploitez une petite partie de la production. Alors oui, nous, quand on prend un déchet à 100%, si je prends, on va dire 1 kilo de banane, par exemple, aujourd'hui, dans notre process, en fait, on exploite 100%. C'est ça. Ah oui. Oui, ça, c'est le modèle de process que j'ai mis en place. C'est qu'en fait, on a une espèce de circularité où, en fait, on est capable d'exploiter 100% du déchet agricole. Ok. Comment tu vois Cadalis dans 10 ans? C'est un rêve, donc c'est un peu intime, le rêve de l'entrepreneur, mais peut-être que tu nous le partages quand même. J'imagine que tu as une vision. Tu seras fier dans 10 ans si quoi? Je serais fière dans 10 ans si Cadalis devient plus qu'une marque, devient une entreprise avec un très fort impact, mais qui sert un peu aussi qui donne du sens à d'autres entreprises, j'espère qu'on aura initié et consolidé ce mouvement que j'aimerais lancer, qui est de faire du business différemment,
une économie plus inclusive, moins égocentrée. Je pense qu'on peut faire un capitalisme plus généreux et bienveillant. Je pense qu'on peut être plus éthique. Je pense que l'avenir des entreprises, enfin nous, en fait, je pense que pour un monde meilleur, l'État est important, mais les entreprises sont importantes parce que c'est nous qui mettons sur le marché des produits pour les consommateurs. Et donc, c'est à nous aussi d'ouvrir la voie et d'être exemplaires pour une économie plus juste, plus saine. Et je pense que l'économie d'aujourd'hui, elle aurait déjà dû commencer d'hier, hein, mais l'économie d'aujourd'hui doit être extrêmement engagée pour un meilleur avenir pour nous, nos enfants et la planète. Et c'est pas juste un rêve, c'est une réalité. C'est que le monde, nos ressources sont limitées. Et les tensions sur les marchés entre l'alimentation humaine et les besoins pour les autres industries je pense, les tensions vont se renforcer. D'une part parce que la population augmente, mais aussi parce qu'avec le réchauffement climatique, on aura du mal à avoir accès à des ressources propres, à des terres fertiles et riches. Donc en fait, le monde de demain sera peut-être plus tendu. Et donc c'est à nous, à aujourd'hui, d'anticiper. Et moi, j'appelle ça l'économie de la frugalité. C'est que je suis pas pour la décroissance, je suis pour la frugalité. Ça veut dire déjà, faisons attention avec ce qu'on a, optimisons nos ressources jusqu'au bout, en fait, pour créer une valeur supplémentaire sans pour autant utiliser de nouvelles parcelles de terre. Tu côtoies d'autres femmes entrepreneurs ou entrepreneuses, ou tu es un peu dans ton couloir de nage? Il y a de l'entraide, il y a du soutien entre entrepreneuse, tu fais partie de clubs, Moi, je suis très réseau. Très réseau. D'abord parce que tu as dû remarquer, moi, je suis pour les relations humaines et je trouve que l'humain existe parce qu'il a besoin de relations humaines. Oui. Et moi, j'ai besoin, j'aime être entourée, j'aime partager, j'aime recevoir aussi des conseils. Donc oui, je fais partie de plusieurs réseaux. Oui. Citizen Entrepreneur, par exemple, qui est un réseau qui notamment emmène des entrepreneurs pendant le G20 pour travailler sur des sujets. Magnifique. Soumet en fait après à l'État. Tu as participé déjà? Deux fois. J'ai fait le Japon et j'ai fait l'Arabie Saoudite avec eux. Ça veut dire que tu étais bien identifiée comme une entrepreneuse d'avenir alors. Et je suis aussi ambassadeur Team France Export parce que je fais beaucoup d'export avec Business France et des chambres de commerce et je représente la Martinique. Ah oui. J'ai été aussi adhérente de Croissance Plus, qui m'a aussi énormément apporté. J'ai rencontré des personnes formidables. D'ailleurs, j'étais jeune avec une de ces fabuleux entrepreneurs de vin. Donc, ça aide beaucoup. Je suis aussi dans des réseaux de la beauté. Je suis administrateur de la FEBA, qui est la Fédération des entreprises de la beauté, où on parle de sujets d'orientation stratégique de notre industrie au niveau étatique, notamment au niveau des réglementations. Il doit y avoir des géants là-dedans. Je siège avec des grosses sociétés, je peux en citer LVMH, L'Oréal, Sisley, toutes ces grandes maisons. Et moi, je suis honorée d'être à leur côté. Je viens aussi d'être nommée présidente du cluster Cosmetic Valley en Martinique. Donc j'essaye de donner de mon temps pour aussi, mais aussi c'est parce qu'on m'en a donné aussi beaucoup en fait. Et je pense que le monde doit être fluide. Donner c'est important parce que ça fait fonctionner, je trouve, l'écosystème et je trouve ça super. Donc oui, moi faut pas être seul. L'entrepreneuriat c'est difficile et donc être entouré, partager ces moments de doute, de solitude. Des fois j'ai des downs, donc j'appelle mes amis. J'ai aussi beaucoup de mentors masculins qui m'aident aussi parce que je trouve que qu'en tant que femme, on a beaucoup de freins ou de biais, en fait, syndrome de l'imposteur, on doute beaucoup plus. Et en fait, j'aime beaucoup aussi discuter avec des hommes pour savoir comment eux, ils vivent une situation, pour voir s'ils la vivent de la même façon que moi et comment moi, je peux m'améliorer en la vivant différemment. Et j'ai beaucoup appris aussi des hommes parce qu'ils ont une façon différente d'appréhender les problématiques. Et des fois, je me dis, bon, allez, Charlotte, comment fonctionnerait un homme à ce moment-là? Je dis, ok, change un peu, sors un peu de ton éducation. Nous, on a été élevés à notre époque pour être des gentilles femmes, gentilles filles, enfin bref, respectueuses et un peu peut-être en retrait. Et je trouve que c'est vraiment important de partager du temps et des moments de conseil
d'échanges avec aussi bien des hommes que des femmes. Oui. Et aussi, j'ai beaucoup de mentors qui ne sont pas français. Mmh. Je travaille beaucoup avec des anglo-saxons parce qu'il y a ici une vraie différence entre la culture américaine, par exemple, et la culture française. Bah oui, bien sûr. Et donc, moi, je me sens plus proche de la culture anglo-saxonne. Mmh. Et j'ai beaucoup de mentors aux États-Unis. Mmh. Ah bah écoute, c'est très bien parce que j'avais préparé une dernière question pour toi. Elle va être un peu en lien avec ce qu'on vient de dire à l'instant. C'est si tu avais les moyens de financer une campagne 4x4 dans le monde entier et que tu pouvais écrire un message pour les femmes, qu'est-ce que tu voudrais écrire? C'est une question qui est difficile. Tu peux prendre le temps de réfléchir. C'est une question qui est difficile. Moi, je dirais oser. Oser, en fait. Oser. C'est oser. Ben, ça sera 4 lettres, alors sur un 4x4, elles vont être Oser. énormes. Elles vont être énormes. Oser parce que, en fait, moi, je me souviens, c'est un conseil qu'on m'avait donné aux États-Unis. On m'avait dit, j'étais à un événement et j'expliquais ce que je faisais, notamment, parce que je parle pas beaucoup des activités dans la chimie, en fait. Parce que pour moi, c'est moins, on va dire, marketingment parlant, c'est moins visuel qu'un produit cosmétique. Et je discute avec des Américains qui m'ont dit, Charlie, tu devrais être plus bold. Aux États-Unis, ils ont le mot bold. Bold, oui. C'est, on va dire que c'est, je sais pas s'il y a un équivalent. C'est entre guillemets, soit plus pushy ou, en tout cas, je pourrais être un peu plus prétentieuse, mais c'est pas ça le mot. Oui, mais je vois. En tout cas, soit plus audacieuse. Oui, peut-être c'est audacieuse. Ça. Ok. Et en tout cas, vas-y. Donc c'est pour ça que je me dis, il faut oser l'audace. En fait, peut-être oser l'audace. C'est dans ce cas-là. Oser l'audace pour les femmes du monde entier. Ben merci Shirley. Alors on va rappeler le nom de l'entreprise quand même, Cadalis. Et puis on va faire un petit coup de pub parce que pour tous ceux qui connaissent pas encore, on va les inviter à aller voir la gamme de Cosmeto qui est déjà bien conséquente. Le site c'est cadalis.com, voilà. Donc allez visiter le site de Cadalis et puis je vous encourage à tester ces produits-là. Merci Shirley de m'avoir accueilli. Bruno. Merci de nous avoir partagé ton parcours d'entrepreneuse. Et puis je souhaite une très très belle vie à Cadalis et comme je sais que tu prépares une levée de fonds, j'imagine que c'est une belle étape qui se prépare. Bravo à toi. Merci beaucoup Bruno. Plaisir.